Quentin Bataillon, Fabienne Durand, bonjour. Bonjour. On est dans la première circonscription, on est là pour les législatives. Avant de parler de politique, de parler de projet, je voulais que vous vous présentiez un peu et puis que vous nous disiez pourquoi vous vous êtes engagé en politique. Fabienne, je vous laisse débuter. Ok. Bien écoutez, moi je suis enseignante à la base, j'ai 49 ans. Mais je pense qu'il est important en tant que citoyenne, en tant que faisant partie de la société civile, de s'engager aussi politiquement pour représenter tout simplement la population. Les représentants sont trop souvent des professionnels qui sont un peu déconnectés de la vie réelle. C'est la raison pour laquelle moi je trouve que c'est important de représenter, de s'engager. Voilà. Et puis j'ai été depuis quelques années un peu bluffée par Emmanuel Macron, son engagement à gauche et à droite, et ça m'a donné envie. Voilà. Merci Fabienne, en tout cas merci pour ton engagement à mes côtés dans le cadre de cette candidature. Donc Quentin Bataillon, j'ai 28 ans, je suis diplômé d'un diplôme de responsable de communication. J'ai débuté mes études à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet. J'étais d'ailleurs élu au conseil d'administration de l'université. J'ai tout de suite travaillé à côté de mes études. J'étais dès 18 ans un jeune entrepreneur dans la communication à Saint-Étienne. J'ai continué au Parlement européen durant 5 ans. Puis pendant 2 ans, j'étais conseiller du ministre de la Culture. Et aujourd'hui, je suis secrétaire général d'un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui me permettrait, en cas d'élection, d'être opérationnel dès le premier jour. Et qu'est-ce qui vous a donné à vous aussi de vous engager en politique, de faire avancer les choses, j'ai envie de vous dire? Alors, mon engagement a commencé assez tôt. Je pense que c'est à la fois dû à celui de mes parents, de mon père notamment, qui a été longtemps président d'une association de commerçants dans la plaine du Forêt. Il a continué ensuite, puisque j'ai été élu au conseil municipal des jeunes. Ça me fait sourire de dire ça, puisque je vais demain aux 20 ans du conseil municipal des enfants de Villars. Donc c'est aussi un des messages que je porterai à tous ces jeunes, de continuer leur engagement une fois ce conseil municipal des enfants terminé, puisqu'il permet après de pouvoir être utile à la société, utile à sa commune un petit peu plus longtemps. Donc voilà, j'ai toujours, on va dire, le goût de l'engagement de la chose publique, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu professionnel ou dans l'engagement politique. Et j'ai eu la chance, grâce à des rencontres et une expérience, de pouvoir, on va dire, le développer et de le continuer. Comment cela se fait-il qu'on vous retrouve sur la première circonscription? On va peut-être pas évoquer le mot de parachutage, mais on en a parlé avant de se rencontrer. C'est un des points essentiels de cette campagne. Comment vous expliquez aux gens qui vont voter pour vous, pourquoi vous arrivez dans la première circonscription? Arriver, je vais plutôt dire revenir, puisque j'ai débuté mes études dès 18 ans à Saint-Étienne. Comme je vous le disais, j'ai été jeune entrepreneur ici. La vie m'a amené effectivement à avoir après des engagements professionnels au Parlement européen ou à Paris. Aujourd'hui, je vis à Saint-Étienne. Je suis heureux de ce retour, de cet enracinement que j'ai choisi. Je suis également heureux, fier de l'expérience locale que j'ai eu à faire dans la commune de Feurs. J'ai été élu dans l'exécutif notamment, ce qui m'a permis de porter de vrais dossiers, d'avoir cette expérience qui serait utile en cas d'élection en tant que député, de connaître, on va dire, le quotidien, de connaître les problématiques des élus locaux. Ce sera un plus. Lors des régionales, j'étais le candidat tête de liste départementale, donc de l'ensemble du département, ce qui m'a amené à faire beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres, notamment dans la première circonscription de la Loire. Aujourd'hui, je vis dans cette circonscription et c'est à cette circonscription à laquelle j'ai envie de donner et pour laquelle j'ai envie de m'engager. Comment vous avez été désigné justement sur cette première circonscription? Il y a eu des candidats qui étaient déjà députés, donc on les a reconduits, d'autres qui ne se sont pas représentés. Comment vous avez réussi, et je vais vous dire, à gagner l'investiture? Écoutez, je ne fais pas partie de la discussion de ce qu'on appelle les grands chefs, mais je sais que plusieurs profils ont été présentés sur cette circonscription, que l'ensemble des présidents, on va dire des chefs des partis politiques de la majorité présidentielle sont mis autour de la table pour pouvoir étudier chacun des profils, pour choisir celui qui, selon eux, avait le plus de chances de gagner, le plus de chances de porter véritablement le projet pour la France et pour l'Europe d'Emmanuel Macron. Je suis heureux d'avoir été désigné par ces représentants de parti et surtout de pouvoir compter sur la confiance du président de la République qui a apporté une attention particulière à chaque investiture également. C'est fort de cette légitimité qu'aujourd'hui je suis candidat. Quand on rencontre les candidats, on a souvent un double langage. On a certains qui sont vraiment là pour parler de national, d'autres qui sont là pour parler du local. Pour vous, c'est une élection qui est locale ou à la fois nationale, les deux en même temps? Comment vous
Vous envisagez ce mandat de député, vous êtes là pour voter les lois, bien évidemment, vous êtes là pour donner une majorité au président, mais est-ce que vous allez aussi changer un peu les choses sur notre territoire? Est-ce que vous avez des idées? Vous êtes jeune, vous avez un nouveau regard. Comment vous voyez ce poste de député dans les 5 ans qui viennent? C'est une excellente question, parce que je pense que le bon député, c'est justement celui qui réussit l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire celui qui réussit à l'équilibre d'être présent sur le territoire, d'appuyer sur la proximité, d'être auprès des gens pour entendre et comprendre leurs attentes, pour pouvoir les porter, pour pouvoir changer la loi à Paris dans ce sens-là. Donc effectivement, je pense qu'un député doit être présent, un député doit être proche des gens, doit être à l'écoute, mais un député doit aussi avoir un travail essentiel à Paris, un travail à la fois d'influence sur l'exécutif, sur le gouvernement, sur les lois, un travail pour légiférer, et ceci, c'est pas totalement déconnecté de notre vie quotidienne ici dans la première circonscription. Si je prends quelques exemples, le pouvoir d'achat nous concerne tous. Et aujourd'hui, il faut, dès cet été, une grande loi pour justement pouvoir agir en faveur du pouvoir d'achat et contre la vie chère. La sécurité. La sécurité, le député, en étant effectivement présent sur sa circonscription, comprend les besoins, comprend là où il y a des besoins, et sera en capacité, surtout, d'autant plus s'il est dans la majorité, de pouvoir influencer, travailler avec le ministre de l'Intérieur pour que la sécurité soit garantie partout et pour tous. Si je continue sur des exemples locaux, la grève actuellement à Orpea, la maison de retraite à Saint-Priest. Dans les revendications des salariés, il y a des choses qu'on peut et qu'on doit porter dans la loi. Je pense notamment à la participation. Lorsque des sociétés privées comme Orpea reversent des bénéfices aux actionnaires, il est essentiel qu'il y ait aussi des bénéfices la participation des salariés, que chacun puisse effectivement y retrouver. Ce n'est pas une nouveauté, hein. La participation, ça a été créé, je crois, par le général de Gaulle, donc ça remonte à quelques décennies. Mais malheureusement, la loi ne la rend pas obligatoire. Et c'est ça qu'il faudra changer dans le cadre de ce mandat, et c'est ce qui est dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, effectivement, c'est dit depuis longtemps, c'est invoqué, mais c'est très peu Donc appliqué. si je comprends bien, vous êtes là pour faire bouger les choses. Effectivement, avec la conscience de ce qui se passe ici. Parce que je sais ce qui se passe et comment les gens vivent dans la première circonscription, je serai en capacité d'améliorer leur quotidien. Avant, dans les détails, on parle beaucoup d'abstention, on parle beaucoup pour beaucoup, l'élection est jouée, donc il y en a beaucoup qui ne vont pas aller se déplacer pour voter. Qu'est-ce que vous dites aux gens quand vous les croisez, quand vous leur parlez de votre programme, comment vous les influencez pour aller voter le 12 et le 19 juin, sachant qu'on est parti sur une très grosse abstention? Écoutez, nous, c'est aussi l'intérêt d'une campagne de proximité, c'est d'essayer de convaincre un maximum de personnes. Déjà d'aller voter, et si possible de voter pour notre candidature avec Fabienne Durand. Ce qui est plus logique. On va dire que c'est la suite. D'aller voter, bien sûr. C'est la suite du chemin. On entend totalement sur le terrain des gens qui nous disent mais ça va rien changer pour nous, on est allé voter plusieurs fois, on n'a pas vu de changement, on ne voit plus aujourd'hui l'intérêt d'aller voter. Sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui tout est politique, toutes les décisions qui participent au sens de nos vies, à l'organisation de la société sont politiques et dépendent en grande partie du Parlement et donc de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'au contraire il faut qu'on arrive à se réaccaparer les sujets, qu'on ait aussi la capacité aussi d'assumer certaines erreurs qui ont été faites, d'avoir l'humilité de dire que tout n'est pas parfait et qu'on peut faire mieux. En tout cas, nous, c'est le discours qu'on porte vraiment sur le terrain. J'ai aussi chance de n'avoir que 28 ans, donc j'espère aussi pouvoir participer à ce renouvellement politique, renouvellement des élus de la Loire. Il me semble essentiel, en tout cas Bruno Le Maire qui était la semaine dernière à Saint-Étienne, à nos côtés pour rencontrer les commerçants du centre-ville de Saint-Étienne, apporter ce message-là de renouvellement. C'est-à-dire qu'un député, après 3 mandats, ne doit pas se représenter du tout. Et ça nous paraît essentiel pour avoir justement cette vitalité dans la vie politique et puis que les gens connaissent leurs élus, sont en capacité aussi d'échanger. Si vous êtes élu, votre suppléante, quel sera son rôle? Alors, le rôle du suppléant dépend aussi beaucoup, on va dire, de l'entente et de l'accord tacite qu'il y a entre eux. En tout cas, j'espère que Fabienne Durand, en cas d'élection, sera toujours à mes côtés, ça j'en ai aucun doute, le plus active possible, comme elle est dans cette campagne, c'est-à-dire en toute complémentarité avec le sens, l'empathie, la générosité qu'il incarne, de manière à pouvoir m'épauler dans le cadre justement de tous les dossiers, de tous les sujets pour lesquels nous viendrons nous voir, que ce soit des élus, que ce soit des habitants pour la circonscription. Fabienne, comment tu imagines ce rôle? En fait, ce que je constate lorsque je suis sur le terrain, c'est que les électeurs disent vous venez nous voir, vous venez à notre rencontre parce que c'est le moment des élections et lorsque les élections seront terminées, vous allez vous en aller.
Eh bien, en fait, si j'ai la chance d'être ta suppléante et que tu sois élue, mon objectif, ce serait de continuer à faire ce travail de terrain pour faire remonter aux députés les informations nécessaires pour qu'ils soient au plus proche des électeurs et puis que les décisions qu'il sera amené à prendre soient celles qui soient les plus adaptées à la réalité du terrain. Oui. Donc ça sera vraiment un binôme, vous n'êtes pas simplement là pour la photo. Alors, c'est pas évident d'être suppléant, effectivement, mais j'essaye de ne pas être là, effectivement, pour la photo. Et je pense qu'on me rencontre un petit peu sur le terrain et qu'on s'en aperçoit, oui. Vous êtes dans une circonscription qui a été tenue pendant 3 mandats par un député de gauche qui était Régis Juanico. Aujourd'hui, il y a 2 candidats contre vous qui sont dissidents, hein, on peut dire un officiel et un dissident. Est-ce que ça vous permet ou ça vous projette dans un espoir finalement de changer la donne dans cette circonscription? Écoutez, on va dire que nous, on essaie de ne pas se concentrer, même on ne se concentre pas sur nos adversaires ou même notre campagne. Notre candidature est basée sur un projet clair, qui est celui du président de la République, à la fois pour la France, mais aussi pour l'Europe. En tout cas, c'est ce sur quoi nous essayons de convaincre les habitants de circonscription. La seule chose qu'on peut regretter dans toutes ces candidatures et la campagne telle qu'elle est menée jusque-là, c'est que finalement, il y a peu de place pour le débat de fond entre les candidats, et qu'aujourd'hui on est plutôt sur parfois des combats d'ego ou d'union contre nature, soit sur les projets, soit sur les candidatures elles-mêmes. Voilà. Mais nous traçons notre chemin pour convaincre un maximum de personnes que le projet du président de la République est le meilleur, le plus stable, le plus raisonnable pour le pays. La campagne des autres les concerne. Nous souhaitons une bonne campagne à chacun des candidats, bien sûr. Le gros point, on l'a dit, on l'a évoqué un petit peu, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui va changer pour les Français à partir des semaines qui viennent si vous êtes élu député? Les Français et les gens de la première circonscription. Vous avez tout à fait raison. Le pouvoir d'achat, c'est effectivement la clé des futures semaines. Je pense que le président de la République et l'ensemble du gouvernement, dont la première ministre Elisabeth Borne, sont pleinement au travail pour y répondre. Dès l'arrivée à l'Assemblée nationale, donc dès fin juin, je participerai au vote effectivement d'une ou deux, en tout cas autant qu'il en faudra, grande loi en faveur du pouvoir d'achat et de la vie chère. Je pense notamment au fait que le SMIC, que ce soit les retraites, tout un tas de prestations sociales doivent être à nouveau indexées correctement sur l'inflation, avec un calcul beaucoup plus juste de l'inflation. Et également, j'oublie pas l'indice pour les fonctionnaires qui est malheureusement, et j'assume le mot, injustement bloqué depuis des années, gelé depuis des années. Il va falloir dégeler dès cet été. Est-ce qu'on peut concilier, toujours dans le pouvoir d'achat, parler d'écologie et parler d'un prix de l'essence raisonnable? C'est en tout cas le sens du travail du gouvernement jusque-là, avec le blocage des prix, le blocage des prix de l'énergie et également la réduction à la pompe de l'essence. Les Français ont tous bien en tête aujourd'hui l'enjeu à la fois géopolitique, l'enjeu écologique qui concerne les carburants, qui concerne l'essence. Nous savons très bien que nous ne pourrons pas changer les habitudes, les consommations en quelques mois ou quelques années. Donc le rôle du gouvernement, que ce soit concernant l'essence ou que ce soit d'ailleurs en matière de toutes les énergies, c'est d'accompagner au mieux les gens, d'accompagner justement la transition. Pour que cette transition se fasse aussi, on va dire, dans un esprit de justice, que ce ne soit pas les classes les plus modestes, les classes qui ont le moins d'argent, pour qui cette transition est la plus imposée et la plus difficile. Donc ça c'est notre rôle, et en tout cas ce sera aussi le rôle que nous aurons en tant que députés de la circonscription, c'est de faire remonter ceci. Donc d'où la proposition d'aide de l'État sur les voitures de location électriques, d'où effectivement la réduction de la pompe, d'où tous les plans stratégiques de planification écologique, de manière à ce qu'on puisse sortir de certains types d'énergie, en tout cas toutes les énergies fossiles le plus rapidement possible, certes avec un maximum... On a du bruit, mais c'est normal, c'est la vraie vie. Hein. Absolument, c'est absolument plein dans la première circonscription. Écoutez, vous l'avez dit, le gouvernement est pleinement actif, et pas seulement au moment de l'élection présidentielle, mais déjà avant sur les sujets d'énergie, notamment les sujets de carburant. Sur le sujet du carburant, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est la réduction à la pompe, pour les entreprises et pour les particuliers. Ça, c'est effectivement essentiel, puisque ça permet aux gens de pouvoir encore se déplacer, faire course, pour aller travailler. Et
Sur une circonscription comme la première circonscription, parfois, même si les transports publics sont bien développés, très bien développés, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa voiture, et je pense notamment aux familles. Donc ça, c'était essentiel. Il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. Il faut qu'on arrive à tenir les boucliers, que ce soit pour l'essence ou que ce soit pour l'énergie. C'est très important. Il faut qu'on réussisse la transition en accompagnant au mieux les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transition écologique, le changement des types d'énergie, qui aujourd'hui est inéluctable, à la fois pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons d'écologie, doit se faire avec les gens, et doit se faire avec un principe de justice sociale, que ce ne soient pas les mêmes qui payent le plus. Donc pour ceci, il y a notamment la proposition d'Emmanuel Macron avec l'intervention de l'État financièrement pour la location de voitures électriques. Ça concerne également l'ensemble des rénovations thermiques des bâtiments. L'engagement, il est clair, c'est plus de 700 000 bâtiments par an. Donc la première circonscription sera également très concernée. En tout cas, en tant que député, on fera le maximum pour qu'un maximum d'habitants de la circonscription puissent être aidés dès la première année du mandat dans le cadre de cette rénovation thermique pour réduire la facture d'électricité. Donc voilà, c'est tout un tas d'usages qui vont évoluer avec le temps, mais l'État doit accompagner. L'État ne doit pas seulement être là pour imposer de nouvelles règles, mais pour pouvoir permettre aux gens de réussir ensemble cette transition. On parle d'un chèque aussi pour les courses. Est-ce que c'est une solution de court terme, de long terme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour qu'on allège la facture dans les dépenses de nourriture? Est-ce que les circuits courts ne sont pas des choses à subventionner, à développer, à promouvoir? Si, tout à fait. Et d'ailleurs, la circonscription est riche de ces circuits courts. Je pense notamment au projet de la ville de Saint-Jean-Bonnefonds, en cours, avec leur propre serre pour bientôt alimenter les cantines d'école. Donc effectivement, on a des démarches comme ça qu'il faut à tout prix que les députés de la circonscription puissent accompagner fortement, que ce soit derrière les élus, pas seulement financièrement, mais aussi dans le soutien, dans le portage des dossiers. Donc oui, effectivement, il y a tout un enjeu et on a la chance d'avoir une circonscription déjà très active sur ces sujets-là. Après, effectivement, gouverner, c'est trouver le bon équilibre entre les politiques à temps court, c'est-à-dire que parfois, on est obligé effectivement de passer par une politique de chèque parce que nous sommes dans l'urgence, parce qu'on a des Françaises et des Français qui sont dans le besoin immédiat. Mais notre rôle, c'est pas seulement effectivement de dilapider l'argent public, mais de trouver des politiques durables pour devenir plus indépendants, d'où aussi le sujet et l'intérêt de la souveraineté industrielle de la France, de manière à ce qu'on puisse vivre économiquement à long terme. Un autre sujet primordial pour de nombreux Français, vu les événements récents, la santé. Est-ce que là aussi, vous allez travailler pour qu'il y ait plus de médecins, qu'il y ait plus d'infirmières, pour que ces gens-là soient mieux payés? Quel est aussi le rôle d'un député dans ce secteur de la santé? Vous avez tout à fait raison. Je pense que le Covid a été un cri d'alerte assez criant, auquel j'ai aussi pu assister, on va dire, de près, puisque ma maman est infirmière et elle était d'autant plus dans un service qui soignait les malades de Covid. Donc j'ai pu voir de près la détresse du personnel hospitalier pendant cette période-là. Détresse à laquelle l'État a essayé de répondre au mieux dans l'urgence. En tout cas, c'est le sens du fameux Ségur de la santé, avec enfin une revalorisation des personnels de santé. Je dis enfin parce que malheureusement, ça ne rattrape pas tout le retard que l'État a pris sur cette question-là. Et je pense qu'au prochain mandat, il va falloir qu'on aille encore plus loin sur la revalorisation. Le gouvernement a mis fin au numerus clausus, qui va permettre d'avoir plus de médecins également. Je pense notamment à toutes les zones rurales qui sont objets aux déserts médicaux, pour lesquels effectivement l'alerte est également très élevée. On le voit sur le temps parfois pour avoir un rendez-vous chez certains spécialistes. C'est malheureusement affligeant, donc c'est effectivement une des grandes tâches des futurs députés du pays que la santé, en centre hospitalier, mais aussi dans toutes les zones rurales. Là, vous êtes en campagne, les gens que vous croisez, les gens que vous rencontrez, quelles sont les doléances, quelles sont les envies, quels sont les souhaits aussi? De quoi on vous parle aujourd'hui sur les marchés et dans les réunions publiques et voire ailleurs? Je laisserai bien sûr Fabienne Durand compléter, mais les principales attentes sont bien sûr le pouvoir d'achat, on vient d'en parler, sont la sécurité. Et la sécurité partout et pour tous, dans tous les quartiers des circonscriptions. Ça, c'est vraiment une attente permanente. Saint-Étienne profite déjà de 50 effectifs supplémentaires de forces de l'ordre, 50 policiers supplémentaires. Nous devrons monter jusqu'à 120 supplémentaires très prochainement. C'est l'engagement fort qu'a pris le ministre de l'Intérieur.
Gérald Darmanin, le rôle du député, ça va justement de veiller à ce que ces policiers supplémentaires soient répartis correctement, équitablement dans la circonscription, qu'ils interviennent sur les vrais sujets. Je pense notamment des attentes fortes des habitants de la commune de Villars en matière de sécurité. Bon, le travail en tout cas de l'État commence à payer. Des jeunes ont été notamment arrêtés en fin de semaine dernière parce qu'ils pratiquaient des rodéos urbains. Donc je pense que c'est quand même la preuve que l'État reprend sa place dans les rues, que la police reprend ses droits, et ceci doit continuer. Donc nous, notre rôle, c'est de l'accompagner et de l'amplifier, avec l'engagement clair de doubler la présence des policiers sur le terrain et dans l'ensemble de la circonscription. Donc ça, c'est un engagement fort. Après, beaucoup d'autres sujets, des sujets locaux, qui semblent essentiels, en tout cas pour les électeurs, et c'est ce à quoi nous répondons dès aujourd'hui, que nous répondrons une fois que nous serons élus, c'est la proximité, c'est l'écoute. C'est le fait de pouvoir les accompagner aussi dans les attentes, dans leurs enjeux. Et c'est aussi pour ça que nous avons proposé quelque chose qui nous tient à cœur. Ce sera, dès les premières semaines, dès les premiers mois du mandat, nous lancerons une grande consultation auprès des habitants de la circonscription, de manière à ce qu'ils nous fassent remonter tous les dysfonctionnements, les aberrations, les lenteurs qu'on peut vivre malheureusement dans les démarches administratives. J'allais y venir, les services publics, on fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure de l'Internet et beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'Internet. Et quand on a le malheur d'aller à la préfecture, les bureaux n'existent même plus. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit pas en arrière pour tout ce qui est des tâches numériques. Je pense qu'effectivement, les tâches numériques ne doivent pas aller à l'encontre du contact humain. Parce que, comme vous le dites, beaucoup de personnes n'ont soit par Internet ou ne souhaitent pas passer par Internet ou souhaitent en tout cas garder ce contact avec l'administration beaucoup plus humaine qui souvent, parfois, est beaucoup plus efficace. Par expérience personnelle, lorsque j'exerçais le mandat que vous avez cité juste avant dans une autre commune de la Loire, j'étais notamment en charge de tout le sujet numérique, donc la dématérialisation des démarches administratives. Et l'une des conditions que je fixais à chaque dématérialisation, c'est le fait que cette démarche puisse continuer à être de manière, on va dire, traditionnelle, de manière humaine. Ça, c'est essentiel pour éviter effectivement tout décrochage. Le gouvernement, sur le mandat précédent, a déjà agi avec toute la création des maisons France Service qui permettent justement d'avoir ce contact et d'avoir ce soutien dans le cadre des démarches. Nous veillerons à ce que dans la circonscription, il y en ait plus, il y en ait mieux de ces maisons France Service, en tout cas qu'elles soient le plus accessibles possible au maximum d'habitants. Et l'idée de cette grande consultation, c'est au-delà de toutes ces démarches, voir celle qui, dans le principe même, dans le type même de la démarche, est soit illogique, soit ne fonctionne pas, ou soit amène les gens à répéter les démarches pour finalement avoir aucune avancée réelle, concrète, qui les amène parfois totalement désespérés à abandonner la démarche. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire remonter pour faire changer les démarches elles-mêmes, en tout cas toutes celles qui ne fonctionnent pas. Ah oui, tout à fait, oui. Alors c'est vrai que malgré tout, on voit souvent le verre à moitié vide. La dématérialisation d'un certain nombre de démarches, ça fonctionne aussi. Mais l'objectif, c'est de veiller à ce que les choses se passent bien, au maximum, bien entendu. Si vous êtes élu, vous allez avoir affaire à travailler même avec le maire de Saint-Étienne, même si vous n'êtes pas de la même étiquette. Comment ça se passe là aussi? Comment on travaille quand on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes couleurs politiques? Écoutez, avant d'officialiser notre candidature, j'ai tenu à faire le tour, à aller à la rencontre de l'ensemble des maires de la circonscription. Mon message a été clair pour l'ensemble d'entre eux, c'est que, élu député, je serai là pour les accompagner. Je ne serai pas là pour leur donner des bons ou des mauvais points sur leur politique communale, c'est eux qui ont mandat pour la mener, mais je serai là, nous serons là avec Fabienne Durand, pour les accompagner, pour les aider à porter l'ensemble de leurs dossiers. Et en tout cas, tous ceux qui comme eux, tiendront à cœur, et tous ceux pour lesquels nous pourrons avoir une influence concrète, une action réaliste. Vous citez le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, je pense, fait un travail important, exceptionnel sur la ville de Saint-Étienne. C'est aussi un ami depuis longue date. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec lui, mais ne dépend pas de son soutien l'aide que je pourrai apporter à la ville de Saint-Étienne et à l'ensemble des Stéphanoises et des Stéphanois en cas d'élection. Et ça, c'est le cas pour Saint-Étienne comme pour l'ensemble des communes de la circonscription. Le fait d'avoir un député qui est de la même couleur que le président, est-ce que ça va faire
si vous gagnez bien entendu, encore une fois, je mets les guillemets, est-ce que ça va faire avancer les dossiers du local plus vite? Écoutez, en tout cas, c'est l'objectif, c'est notre ambition. Le fait d'avoir un député de la majorité, déjà, c'est de ne pas avoir un député qui s'oppose à tout systématiquement. C'est le fait d'avoir un député qui sera beaucoup plus entendu, beaucoup plus influent, qui pourra beaucoup plus travailler pour pouvoir à la fois influencer les lois et influencer, vous venez de le dire, l'ensemble des décisions qui concernent notre circonscription. Toutes les décisions d'installation, les décisions d'emploi, les décisions soit économiques, sociales. Effectivement, on aura une vraie influence sur l'exécutif en étant dans la majorité. Et l'expérience nationale que j'ai en ce domaine-là, ayant déjà travaillé pour le gouvernement, ayant travaillé au Parlement, me permettra, en tout cas je l'espère, d'être efficace dès le premier jour dans le cadre de cette mission, et je pense que c'est essentiel. La présence du numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, la semaine dernière à Saint-Étienne, c'est justement le sens de la réponse que je viens de vous donner. C'est cette possibilité de pouvoir amener des acteurs de premier plan sur la circonscription pour qu'ils comprennent la réalité, pour qu'ils comprennent les besoins et qu'ils y répondent de la manière la plus efficace possible. Vous parlez de ministre, je vais enchaîner avec une question que j'ai déjà posée à un de vos confrères. Dans la Loire, on n'a jamais de ministre. Le dernier remonte, je crois, à Michel Durafour. Est-ce que c'est quand on est un territoire méconnu, un territoire oublié, ou alors c'est qu'on n'a pas les députés compétents ou les sénateurs compétents pour devenir ministre? Alors, ce serait prétentieux de répondre à cette question. Alors, effectivement, la Loire a eu de très grands ministres. Je pense également à Pascal Clément, qui a été un grand garde des Sceaux et député de la Loire et président du Conseil général de la Loire à l'époque. C'était à l'époque où je faisais mon tuc, je le croisais dans les couloirs de la préfecture. Vous voyez, vous en souvenez aussi. Effectivement, ça compte d'avoir des élus de premier plan sur un territoire pour le porter. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est d'être élu député de la première circonscription. Et je suis persuadé qu'en étant élu, en travaillant beaucoup, en étant toujours connecté au territoire et en faisant tout ce qu'il faut à Paris, je saurai être influent et je saurai relancer cette circonscription qui en a tant besoin. Est-ce qu'un député peut aussi aller chercher des entreprises, aller faire la promotion et ramener de l'emploi, j'ai envie de vous dire, dans notre territoire? Alors, que vous dites que le député ne crée pas l'emploi lui-même, ça c'est sûr, sauf que le député peut effectivement tout faire pour favoriser. C'est le VIP. C'est ça, il fait tout pour favoriser, donc il doit être l'ambassadeur de son territoire, de ses habitants, mais aussi de ses entreprises. En tout cas, c'est un besoin qui est très fort sur cette circonscription, parce que la plupart des entreprises que nous contactons nous disent malheureusement, nous n'avons pas été suivis, nous n'avons pas toujours été écoutés sur tous les dossiers de relance. Donc ça, c'est un engagement fort qui sera repris, c'est-à-dire la relance économique de la circonscription est essentielle. Et effectivement, je serai toujours l'ambassadeur, le promoteur de nos entreprises, mais aussi pour aller en chercher d'autres, parce que ça crée de l'emploi. Et je pense qu'on a tous les atouts dans la Loire et dans la première circonscription pour attirer de très grandes et très belles entreprises. On ne peut pas s'attarder sur tous les sujets. Un dernier sujet qui vous tient sans doute plus à cœur que moi-même, la jeunesse. Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse, notamment pour les emmener voter et pour leur proposer un projet sur les 5 ans qui viennent? Écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron a pris conscience des sujets qui sont essentiels pour la jeunesse. On a le sujet de l'engagement, des jeunes qui veulent s'engager pour leur société avec le service national universel. On a le sujet bien sûr de tous les jeunes qui veulent étudier dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça que malgré toute la complexité, tout ce qui a été très difficile pendant le Covid, on a essayé d'accompagner au mieux les jeunes, que ce soit au collège, au lycée, que ce soit également dans les universités, notamment financièrement. Ça, il faudra continuer à le faire. Il faut à tout prix qu'on évite tous les décrochages possibles. Et puis, on a également tous les sujets de développement durable qui sont vraiment essentiels pour la jeunesse et une vraie prise de conscience. Également sur le bien-être animal, pour lequel le gouvernement a déjà agi au cours du premier mandat et pour lequel il faut vraiment accélérer, il faut vraiment aller plus vite. Et en tout cas, j'espère, en étant un futur député jeune, je pense qu'à 28 ans, on peut encore dire qu'on est un jeune député, très jeune même, pouvoir porter d'autant plus facilement et fortement les attentes de la jeunesse et d'en être, comme vous le disiez juste avant, aussi l'ambassadeur. Avant de vous laisser repartir en campagne, est-ce qu'il y a un thème, un sujet qu'on a oublié, un dernier mot? Écoutez, peut-être juste insister, je laisserai conclure Fabienne Durand, insister sur le sens de cette candidature qui est vraiment la candidature qui veut relancer la circonscription, réellement. La candidature à la fois de l'écoute, pour porter la voix des habitants des circonscriptions à Paris, de la proximité, c'est en tout cas le sens dans lequel nous faisons la campagne, nous serons à leur côté et nous le resterons après l'élection, et de l'efficacité, c'est-à-dire la candidature qui est la seule capable, avec un
projets clairs, avec des votes futurs qui sont clairs, qui sont déjà annoncés par le programme du président de la République, que ce soit pour la France ou pour l'Europe, en capacité dès le premier jour d'être utile pour l'ensemble des citoyens et élus de la circonscription? Oui, ben moi je crois qu'il faut simplement faire confiance à Quentin Bataillon, qui est un jeune, effectivement, mais qui est très volontaire pour ce territoire et pour effectivement donner un nouveau souffle à notre circonscription. En tout cas, moi je lui fais confiance. J'ai envie de vous dire à tous les deux, bonne chance. Merci. Merci. Bonne campagne. Et puis, j'ai souvent l'habitude de dire que beaucoup de politiques, hein, vous l'avez dit justement au début de cet entretien, je les vois beaucoup pendant les campagnes et puis après, je les vois plus beaucoup. Donc j'espère que quand vous serez élu, si vous êtes élu, hein, ce que c'est tout le mal que je vous souhaite, on aura l'occasion de vous revoir et puis vous poser de nouvelles questions. Avec grand Charles, plaisir. on peut prendre un engagement tout de suite. En cas d'élection, nous verrons au moins une fois par an, et c'est avec vous que nous ferons le bilan annuel du mandat. Voilà. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on s'est dit la même chose pour les régionales. Vous m'avez dit que je vous donnerai la première interview dès que je suis élu. Et vous n'avez pas passé le premier tour. Et ben, voilà. Et ben, c'est pour ça qu'on va corriger le tir cette fois-ci et que je pourrai tenir mon engagement avec vous. Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre demande. Et puis, bonne campagne. Et puis, comme on dit toujours, hein, que le meilleur gagne. À très Merci. vite. À très vite.